Les tontons du mondial, on vous en remercie. Vous êtes sur Sud Radio, 1 heure de débat autour de la Coupe du Monde. Et pour en parler avec nous ce soir, 3 thèmes et 3 tontons. On retrouve avec nous Manu, chroniqueur sportif sur Sud Radio. Comment vas-tu, Manu ? Bonsoir Joseph, je vais très bien. Bon, nickel. À côté de toi, un nouveau tonton qui nous rejoint. On l'a au quotidien dans la rédaction de Sud Radio. C'est Elvin Defazio, journaliste Sud Radio et commentateur du football italien, notamment sur DAZN. Bonsoir Elvin. Bonsoir Joseph, bonsoir à toutes et à tous. Et un autre tonton nouveau, encore une fois, c'est François Manardo, ancien chef de presse des Bleus. Bonsoir François. Bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver, François, Elvin et Manu, parce qu'on a du pain sur la planche. Ce soir, le sommaire des tontons est conséquent et on a 1 heure pour en parler, 1 heure de débat. On va parler de l'équipe de France comme chaque soir dans les tontons, dans la pause fraîcheur. Sommes-nous trop exigeants avec le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé? Certes, il est Ballon d'Or, il a été le premier joueur sorti par Didier Deschamps contre le Sénégal. Barcola en plus est rentré, il a marqué, mais Ousmane Dembélé a-t-il fait un si mauvais match que cela? Et surtout, est-il vraiment le dépositaire du jeu des Bleus? Ensuite, on ira sur un débat autour de cette Coupe du Monde. Ces polémiques autour du mondial pourrissent-elles votre Coupe du Monde? Voilà, vous pouvez aussi nous répondre sur nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur Facebook et sur notre Instagram, les tontons du mondial, et nous laisser votre avis, parce que il y a des pelouses dans un mauvais état, des polémiques sur les visas, la réalisation TV des fois qui est un peu critiquée, mais il y a aussi des bons matchs. Et enfin, on ira sur le penalty de Manu qui va concerner Neymar, c'est ça? Qui va concerner Neymar. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça de sélectionner Neymar pour cette Coupe du Monde? Eh bien, vous allez nous dire ça dans le penalty en fin d'émission. Vous avez le sommaire des tontons du mondial sur Sud Radio, mais d'abord on s'échauffe. Les tontons du mondial, l'échauffement. Alors l'échauffement, on revient sur les derniers résultats de la Coupe du Monde qui ont eu lieu hier et cette nuit, parce qu'on regarde tous les matchs dans les tontons du mondial, mais on suit aussi toute l'actualité. Les derniers résultats, match nul hier entre l'Afrique du Sud et la République tchèque, un partout. La Suisse qui a balayé la Bosnie 4-1, 2 cartons rouges et 6 buts encaissés par le Qatar. Ça a été vraiment compliqué pour le Qatar contre le Canada. Score final 6-0. Et enfin, deuxième victoire du Mexique qui a battu la Corée du Sud 1-0. Voilà, on est resté éveillé, on va tout vous expliquer. On va commencer par l'échauffement avec Manu Garasso. Sud Radio, les tontons du mondial. La Suisse qui était bien embarquée, mon cher Manu, face à la Bosnie, mais finalement ils ont réussi à s'en sortir. Et s'ils ont réussi à s'en sortir, c'est parce qu'il y en a un qui s'appelle Johan Mazambi. Vous allez tout nous expliquer. Je pense même que j'ai mal prononcé son nom. C'était Manzambi, mais voilà. Il vous en voudra pas. Je le connais, il vous en vite le retenir son nom. Voilà, exactement, voir. François. Mais Manu, du coup, va nous expliquer pourquoi. C'est marrant, Joseph. T'as dit la Suisse a balayé la Bosnie. En fait, non, c'est Manzambi qui a balayé la Bosnie. La Suisse était était complètement embourbée dans ce match. C'était même étonnant parce que la Bosnie proposait pas grand chose. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Juste après l'heure de jeu, un certain Johan Manzambi, 20 ans, joueur de Fribourg, rentre, il balaye tout, il met un but, il en met un deuxième et il est à l'origine des 2 autres. Donc 4 buts marqués par la Suisse. Il est impliqué dans les 4. C'est un joueur que moi j'ai découvert à Fribourg cette saison, que ça fait partie des. Je me suis fait un petit carnet. Je vous donne les petites anecdotes. Je me suis fait un petit carnet avec les joueurs à suivre un petit peu pour cette Coupe du Monde, les potentiels et les futurs peut-être potentiels. Il était sur cette liste, donc j'avais un regard particulier sur lui. T'es fort, alors. Je suis comme ça, moi. C'est l'effet déjà taquin. Non, mais il est comme ça. J'aime bien l'esprit François. Et donc je m'étais noté ce petit nom dedans, et il m'avait déjà fait forte impression première journée face au Qatar avec son entrée en jeu. Je serais pas étonné d'une part qu'on le retrouve titulaire très rapidement, parce qu'un mec qui te fait une belle entrée et qui te fait gagner le deuxième match, a priori le troisième match tu le retrouves. Et je serais encore moins étonné qu'on le trouve dans un grand club dès l'année prochaine, parce que je sais que Real, Inter, Chelsea, il y a déjà des gros clubs qui sont sur le coup. Ouais. J'ai besoin du carnet par contre pour placer mes petits paris d'ici la fin secret. Bon, d'accord, ok. Allez, on va passer à l'échauffement de François Manardo. Un mot sur les arbitres. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de polémiques que ça, François, sur les arbitres. Si tout va bien. Alors moi, j'ai pas de carnet, je garde des communiqués, c'est autre chose. mais sur Manzambi, parce que c'est beaucoup plus sexy que l'arbitrage. Moi, je l'avais découvert il y a 2 mois à l'occasion de la demi-finale d'Europa League entre Braga et Fribourg. Savoir qu'il était dans les équipes de jeunes en début de saison à Fribourg. Il est monté dans l'équipe première. Il a été finaliste, malheureux, de l'Europa League, perdu avec Fribourg. Mais effectivement, il va pas y rester longtemps. Nos amis, les arbitres, ils sont
52 sur cette Coupe du Monde. Il faut juste expliquer à nos auditeurs que ce ne sont pas, malgré le fait que ce soit une Coupe du Monde, ce ne sont pas les meilleurs arbitres du monde, puisque FIFA oblige, tu dois prendre des arbitres par chaque confédération. Quand vous avez un Euro, là vous prenez les meilleurs arbitres européens. En l'état, avec une Coupe du Monde, vous prenez les meilleurs arbitres en Océanie, en Europe, en Amérique du Sud. Donc ce sont pas les meilleurs, et pourtant l'arbitrage est pas mal. Depuis le début de la Coupe du Monde, il y a quelques règles qui ont été mises à jour par le board, par l'IFAB, que moi je trouve plutôt intéressante. Le board de l'IFAB, c'est en gros ceux qui contrôlent les arbitres et les fédérations britanniques avec la FIFA qui, elle, décide des changements dans les règles du jeu. La FIFA, elle est là pour les règles, les confédérations, elles sont là pour le foot. Donc ces changements, je trouve qu'ils ont apporté leurs fruits. Le jeu est un peu plus fluide, c'est un peu plus rapide. On a moins de comédiens sur le terrain qui se roulent par terre. Vous savez comment on le devine, ça joue. Quand vous commencez à avoir un joueur qui fait 15 tonneaux et qui claque des doigts, c'est qu'a priori, il est bon pour aller à Cannes pour le festival. Donc je trouve que l'arbitrage est pas mal. Il n'y a pas eu de scandale, en tout cas, jusqu'à présent dans la décision. On peut se rappeler entre nous qu'il y avait sans doute pénalty sur la faute de Sadio Mané sur Mbappé. Voilà, c'est à peu près la seule grosse polémique qu'on a eue, avec le potentiel carton rouge pour Lionel Messi, mais en tout cas... C'était pas rouge. Voilà, mais en tout cas, il aurait pu aller voir la VAR, on va dire. Sûrement, mais pas rouge. Et le meilleur arbitre du monde est français, c'est Clément Turpin. On peut s'en féliciter. Qui est secondé par le Texier. Ils sont deux arbitres français. C'est un choix personnel, un avis personnel, mais... Non, il est considéré comme le numéro 1. Oui, il est considéré. Je peux vous dire, pour avoir connu la fédération il y a longtemps, qu'on était très très loin de ce niveau d'arbitrage, au niveau international en tout cas. Allez, on avance et on va s'échauffer avec Elvin De Fazio. C'est parti. Alors Elvin, c'est un autre joueur qui t'a tapé dans l'œil, et il s'appelle Jonathan David. Un peu plus connu que le joueur qu'a cité Manu, quand même. Plus connu du public français. Il est canadien, alors on a une pensée pour Ismaël Koné. Il s'est fait très mal, grosse blessure, joueur de Sassuolo. Mais moi, je parle de Jonathan David. Pourquoi ? Il a mis un triplé face au Qatar cette nuit, mais il faut pas s'enflammer. Son triplé est biaisé par une saison cataclysmique. Il avait fait un match, première journée très compliquée face à la Bosnie. Il y avait eu un partout entre Canada et la Bosnie. Là, il met un triplé. Le Qatar est très vite à 10 contre 11. Cette saison, il a été juste horrible. Il est en surpoids, c'est un joueur qui n'existe plus. Donc, je pense qu'il a tout intérêt à être très bon lors de cette Coupe du Monde, parce qu'il est sur le marché des transferts. Peu de clubs peuvent se permettre aujourd'hui Jonathan David, parce qu'il a un salaire XXL. Donc, s'il veut retrouver un peu de compétitivité, il va falloir qu'il en mette d'autres. Il va falloir qu'il en mette d'autres, qu'il trouve de la continuité. Il est chez lui. Le Canada n'a pas trop de pression, donc j'espère voir un Jonathan David punchy et avec de la continuité. Tu peux rappeler où il joue. Il joue à la Juve. Il s'est bien planté et qu'il a pas payé. Ils n'ont pas fait une affaire. Je pense qu'ils l'ont pris à gratuitement. 40. Après, s'il met des triplés en Coupe du Monde, c'est open. S'il met des triplés en Coupe du Monde, il peut retrouver un peu de valeur et peut-être intéresser quelques Turinois cette saison. Effectivement. Allez, on continue. On se retrouve dans un instant sur les Tontons du Mondial sur Sud Radio avec un gros débat. Est-ce que les polémiques autour de la Coupe du Monde pourrissent votre Coupe du Monde ? Sud Radio, les Tontons du Mondial, Joseph Ruiz. Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet, présente 20h-21h, les Tontons du Mondial, Joseph Ruiz. On se retrouve sur Sud Radio pour les Tontons du Mondial. Le premier débat de la soirée avec Elvin De Fazio, journaliste Sud Radio et commentateur du football italien sur DAZN. Emmanuel Galasso, chroniqueur sportif Sud Radio, et François Manardo, ex-chef de presse des Bleus. Le football passe-t-il au second plan dans ce mondial ? Est-ce que les polémiques autour des pelouses, autour des visas, autour de la réalisation TV pourrissent votre Coupe du Monde ? On en parle tout de suite sur le plateau. Les Tontons du Mondial, le coup d'envoi. Alors, voilà, on voit autour de cette Coupe du Monde des beaux matchs. C'est une certitude, en tout cas depuis quelques jours, même si c'est parti un peu de manière un peu difficile. C'est pas mal, François, exactement. On a vu aussi des beaux buts, les stars qui sont présentes, mais à côté, on a énormément d'informations. On a vu une pelouse, par exemple, sur France-Sénégal, qui est dans un état catastrophique au MetLife, surtout que la finale se déroulera là-bas. Certains aussi, vous allez me donner votre avis là-dessus, trouvent aussi que la réalisation TV est vraiment faite
plus pour le marketing que pour le suivi football. Il y a eu des caméras, notamment des plans assez historiques qui ont été supprimés. Après, on est dans des grands stades, donc est-ce que vraiment l'expérience foot, ça vous gêne un petit peu? Et il y a aussi des polémiques aussi autour des visas, notamment Eli Wahi, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, le joueur de la Côte d'Ivoire, n'aurait dans un premier temps pas pu aller au Canada parce qu'il y avait une enquête sur lui, notamment sur des paris sportifs. Finalement, il va pouvoir avoir son visa, mais ça n'a pas été le seul concerné. Bref, il y a pas mal d'à côté. François Manardo, est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, pour le moment, la Coupe du Monde est pourrie par les polémiques? François ou Monsieur Manardo. Ouais, mais c'était pour te présenter, Manardo, voilà, que tout le monde sache que tu es qui tu es. Merci, Monsieur Ruiz. Non, moi je la trouve pas pourrie du tout. Je pense qu'il y a quelques team managers. Je pense à celui du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui sont un peu plus proches de baltringues que de grands professionnels, parce que les mots sont durs, mais les mots sont ceux-là. Les séminaires, non, mais véritablement, parce que j'ai l'avantage de savoir un petit peu comment ça se passe en coulisses. Il y a des séminaires, que ce soit des séminaires vidéo ou en présentiel aux États-Unis, et puis les séminaires qu'ils ont eu en vidéo, des heures et des heures de briefing pour, vous savez, chaque profession qui est dans un staff, que ce soit au niveau de la com, que ce soit au niveau de la logistique. Donc un team manager, il sert à gérer la logistique. Et que, alors, Partey, lui, il a regardé Ghana-Panama depuis le camp de base aux États-Unis. Il était interdit carrément d'entrer au Canada, parce que ça c'est spécifique au Canada. Donc pour moi c'est pas des polémiques, c'est juste la loi de chacun des 3 pays qui s'applique. En l'occurrence là c'est les Canadiens pour Wahi et Partey. Pour Wahi finalement le cas a été plaidé, il peut participer à la rencontre. Partey lui donc il a été entre guillemets forfait, et c'est au team manager de prévoir ça parce qu'ils ont les infos en amont. On peut pas pointer du doigt ni la FIFA, parce que la FIFA a pas le pouvoir de surseoir aux règles d'un État, et le gouvernement canadien en l'état pour ces après pour sans ces que ce soit la faute de la FIFA, on peut se dire c'est pas la faute de la FIFA. Pour le coup, c'est pas la faute de la FIFA. Alors sans que ce soit la faute de la FIFA, on peut se dire bon, il y a quand même beaucoup de polémiques autour de tout ça, et ça c'est un peu gênant. Certains peuvent se le dire en voyant toutes ces polémiques autour des visas. Manu, je sais pas quel est ton avis, mais tu peux te dire bon là ça devient un peu trop quoi. En fait, j'ai l'impression que les gens découvrent l'Amérique. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. J'ai l'impression que là, on a plein de néo-Christophe Colomb qui sont en train de découvrir qu'est-ce que l'Amérique. C'est les meilleurs pour mettre en scène un show, pour mettre en scène leur histoire, leur roman, pour mettre en scène leur sport. Oui, le football américain et autres, c'est les meilleurs. Moi, quand je vois un match de football américain, de baseball, je mets mes lunettes 3D, je suis au Futuroscope. Mais pour les autres sports, en fait, c'est pour les Américains, ce qu'ils appellent le soccer, ce qui veut quand même dire quelque chose, c'est un sport secondaire, c'est un sport européen qui doit s'adapter à leur code. On l'a vu, post-fraîcheur et autres. Donc il faut pas s'étonner que la manière de mettre en scène ce sport-là soit fait à l'américaine. Ils vont pas se rabaisser à nous. Et pour ce qui est des pelouses, les États-Unis, c'est un pays continent, c'est-à-dire que c'est les 4 saisons de Vivaldi. Si tu vas au sud, au Texas c'est l'été, à Chicago c'est l'hiver, à New York c'est l'automne, et à Los Angeles c'est le printemps. Donc oui, la qualité des pelouses est différente. Tu te rajoutes à ça le Canada et le Mexique qui sont là dans cette Coupe du Monde, faut le rappeler, en tant que faire-valoir. C'est la Coupe du Monde des États-Unis, mais parce qu'il n'y avait pas les infrastructures et qu'on a voulu nous faire croire que c'est pas que la Coupe du Monde de Trump, on a mis le Mexique et le Canada pour mettre un peu de douceur, un peu de sucre et que ça passe mieux dans la gorge. Mais la vérité, c'est que déjà qu'aux États-Unis, d'un point à un autre, c'est très différent. Tu rajoutes le Canada et le Mexique, c'est le grand écart. Donc, moi, il y a rien d'étonnant et je m'étonne qu'on s'en étonne. François, tu voulais réagir et après on va sucre dans la gorge, mon ami. Alors, non, moi je voudrais. Non, il m'a chauffé là. J'ai senti. Non, moi ce que je voulais juste dire, parce qu'il a parlé de football américain, mais vous avez bien fait de m'inviter ce soir. Moi, je suis un grand fan de football. Tu n'es pas invité, tu es consultant sur les tontons du mondial. Fan de football américain. Ma franchise, c'est celle du MetLife. Alors, la vraie et la bonne, c'est les Giants, pas les Jets. Et je peux vous dire que la pelouse du MetLife, c'est une des pire de NFL, le nombre de blessures graves, notamment les croisés sur cette pelouse catastrophique. C'est pas pour nous rassurer ce que tu nous dis. Non mais c'est évidemment, et les Américains, parce que Manu a raison, c'est le 5e sport aux États-Unis, mais le 5e de loin par rapport au 4e qui est le hockey sur glace. On est d'accord que c'est pas du standing de la Coupe du Monde. Je peux vous le garantir, elle est catastrophique. Bah du coup, c'est pas du standing de la Coupe du Monde. Non, évidemment. Ça pourrit une expérience. Mais bien sûr, mais la Coupe du Monde, les États-Unis, ils sont pas au courant depuis 1 an qu'ils accueillent la Coupe du Monde. C'est honteux d'avoir des pelouses comme ça. Les joueurs, il y a plus de facilité pour se blesser. Bien évidemment que le foot est au second plan. On le voit, enfin, les 90% des matchs, c'est aux États-Unis. C'est du business pur. Le Canada et le Mexique, comme l'a dit Manu, sont là pour être mis là. Donc non, il y a la pelouse, il y a les problèmes de réalisation pareil. On le voit, la plupart, c'est dans des stades de foot américains.
les angles de caméra sont cataclysmiques. Si on veut analyser certaines situations, c'est pas des angles de caméra qui permettent d'analyser au mieux certaines situations de jeu. Donc bien évidemment qu'on voit que les États-Unis ont été priorisés et on peut pas. Le principe de la pelouse, c'est inacceptable. Tu peux pas présenter avec une pelouse surtout comme ça. que c'est la pelouse de la finale. Il y a aussi les pauses fraîcheur. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais les pauses fraîcheur, c'est vraiment un élément qui est quand même assez gênant. On le rappelle à chaque mi-temps ça a vraiment été une décision du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour permettre aux télévisions d'avoir des rentrées publicitaires plus importantes. Parce que Houston, Dallas, Atlanta, rappelez-moi la particularité. Houston, Dallas, Atlanta. Ils ont un toit. Géorgie, Texas. Non, mais les gars, là, j'avoue que c'est des Américains. Stade climatisé. Ouais. Stade climatisé. C'est-à-dire que l'endroit. Donc on est d'accord que des pauses fraîcheurs, quand c'est climatisé. Le point météo, dans chacune de ces villes. L'endroit où va faire le meilleur, où tu seras le mieux, le plus à l'aise, c'est dans le stade. Ouais, mais t'as vu, tu parles des pauses fraîcheurs. Qu'est-ce qui se passe pendant les pauses fraîcheurs? Bizarrement, le public siffle. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde du peuple, le peuple dit non à cette Coupe du Monde. C'est-à-dire on nous a vendu ça comme la Coupe du Monde du peuple, c'est accessible à tous. Regardez, on va jouer au Mexique et tout ça. Et dès que le sport devient trop business, il y a une réaction. Les passionnés du foot, ils disent, c'est pas tellement ça le foot. Là, vous nous vendez un peu trop en sport américain. On a du mal à accrocher. Et pourquoi? D'ailleurs, c'est un premier indice. On nous l'a annoncé il y a 3, 4, 5 mois à peu près. Ça a été officiel, les pauses fraîcheurs. C'était le premier indice qui disait, bienvenue aux États-Unis, les gars. Bienvenue dans notre sport. Et vous allez vous adapter à nos codes parce que nous, faut qu'on fasse rentrer de l'argent. Trump l'a proposé à Gianni. Gianni qui a besoin de remplir les caisses de la FIFA. Il n'allait pas contrarier son ami et encore moins contrarier le comptable de la FIFA. Donc ce qui est sûr, c'est que ça fait l'affaire de tout le monde. Ça va être redistribué aux fédérations. Les pauses fraîcheurs, ça dérange que les vrais passionnés de foot dont nous sommes. Et qu'on dispute, Gianni Infantino, c'est le président du peuple. Il a repris quand même une instance qui est bourrée de fric. Le mec ne pense qu'au business. Il faut arrêter avec cette image de Après, Infantino. Ça fait partie aussi du rôle du président de la FIFA que d'assurer pas comme ça. Pas bien sûr, mais la manière. Alors il y a aussi les prix des places. Il y a certains supporters français qui évoquaient des budgets de 6 000 à 7 000 euros par séjour pour aller assister à un match de poule. 3 000 euros pour une semaine, c'est quand même des prix qui sont mirobolants. Bon, après on part aux États-Unis, mais pour conclure, il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce que vous prenez du plaisir finalement sur cette Coupe du Monde pour démarrer cette Coupe du Monde et ce premier tour? Moi, j'ai regardé beaucoup de matchs. Pas mal en replay quand même, parce que j'ai comme n'importe qui, j'ai une vie à part ça. Dans la nuit, je dors, mais je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais à pire, vu que on a augmenté le nombre de qualifiés en phase finale. On est à peu près à 25% des fédérations à la FIFA, avec les 48. Je m'attendais à pire, mais finalement, je trouve que ça se tient. C'est un oui un petit peu timide, mais on va voir ce qui se passe sur la suite, Elvin. Non, il n'y a pas l'Italie, c'est qui se passe, c'est une Coupe du Monde. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas l'Italie. Il n'y a pas l'Italie, mais il y a Curaçao. Il y a Curaçao, c'est vrai. Il y a quand même de la qualité. Il y a une équipe bleue quand même. Tu peux c'est l'équipe que tu vas supporter. Oui, bien sûr, la France. Parce qu'Elvin Defazio, forcément, a quelques origines et forcément qu'il est pour l'Italie. Mais Elvin, pour t'accueillir dans cette émission et après on va se retrouver sur un débat équipe de France. On a fait une petite chanson quand même avec Maxime Sénat, le réalisateur de l'émission. Des secrets dans la bouche. Mais la route est fermée. Le billet est brûlé, le destin a tranché. L'Italie n'est pas qualifiée. L'Italie n'est pas qualifiée. L'émission là. Tu me préviens quand il y a la pub, j'arrête après. Désolé, moi, Elvin, c'était une obligation. Ah non, mais c'est les choses qui arrivent. 12 ans, non, mais on a 3 noms qui se terminent par O quand même là, autour de la table. Moi, je suis d'origine italienne. Moi aussi, je suis d'origine italienne. Voilà. Donc on va pas terminer l'émission. Joseph, on va te demander de quitter ce studio. Tu n'es pas italien. Ah oui, c'est vrai. Désolé, j'ai une Coupe du Monde à suivre. Et j'ai de l'actualité. Excusez-moi, messieurs Elvin Defazio, Emmanuel Galasso et François Manardo. On se retrouve juste après une courte pause. On va se retrouver et on va parler d'Ousmane Dembélé dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Et il y a un gros débat. Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant avec le Ballon d'Or en équipe de France? À tout de suite sur Sud Radio. 20h, 21h, les tontons du mondial. Joseph Ruiz. On
se retrouve sur le plateau des Tontons du Mondial. On vous le rappelle, votre nouveau rendez-vous à l'antenne de Sud Radio tous les soirs de 20h à 21h. Exceptionnellement, on est là à 19h. C'est un plaisir, bien évidemment, de se retrouver. Et autour de la table, Elvin De Fazio, journaliste Sud Radio, commentateur du football italien sur DAZN, Emmanuel Galasso, chroniqueur sportif Sud Radio, et François Manardo, ancien chef de presse des Bleus. Ensemble, nous allons aborder le sujet. C'est la question que les tontons se posent. Est-ce que oui ou non, on est trop exigeant avec Ousmane Dembélé? Les Tontons du Mondial, la pause fraîcheur. Alors, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, qui a été le premier offensif sorti sur le match d'ouverture des Bleus, vainqueur, les Bleus 3-1 contre le Sénégal, mais il a été sorti et derrière, Barcola a marqué. Et donc, je vous pose la question, est-ce que oui ou non, on est trop exigeant avec Ousmane Dembélé? Mais Elvin, est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous dire si, selon toi, tu as trouvé que Ousmane Dembélé avait fait un si mauvais match que ça? Oui, comme Mbappé la première mi-temps, comme Doué, comme Olysée, enfin tout le secteur offensif a été invisible. Après en seconde période, c'était beaucoup mieux pour beaucoup de joueurs. Malheureusement, Dembélé a pas pu continuer. On n'en fait pas du tout trop avec Dembélé. Enfin, au bout d'un moment, on parle d'un Ballon d'Or, il joue au PSG. Si on commence à poser des limites sur Dembélé, je veux dire, ça va être compliqué d'atteindre les sommets pour lui. 0 but lors d'un Euro et d'une Coupe du Monde pour Dembélé quand même. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce qui fait tâche, c'est son efficacité. Bien évidemment, mais en équipe de France, Dembélé, il y a quasiment aucune histoire. Il a été rarement impactant lors d'un grand rendez-vous, si ce n'est quelques matchs. Donc non, si Dembélé veut trouver une continuité dans sa carrière au-delà du club et donc du PSG, il va falloir qu'il se montre en équipe de France. C'est ce qui fait la différence, par exemple, avec un Kylian Mbappé qui aujourd'hui a été bon en club individuellement de nombreuses fois, mais surtout qui existe en sélection. François, il a fait un si mauvais match que ça, Ousmane Dembélé? Quand vous avez du talent, l'exigence, ça fait partie du package. De surcroît, quand vous êtes Ballon d'Or. Et puis oui, de l'avis de tous, moi je suis complètement dans la même veine. Il n'a pas été catastrophique, mais il est passé à côté, oui. Il aurait pu terminer par exemple avec une passe décisive si Kylian Mbappé avait marqué, mais il ne peut pas tout maîtriser. Non, mais il est pas bon. Il a pas été bon. Voilà, c'est pas la première fois qu'il est un peu transparent en équipe de France. Effectivement, on a tous la même, la même idée en tête, c'est qu'il a pas de référence. Ouais, mais ça c'est une certitude sur la globalité de son histoire avec l'équipe de France. Mais s'il termine avec une passe décisive le match contre le Sénégal et que Kylian Mbappé est un peu plus efficace, si on arrête le match à la 40e minute, Mbappé il se fait défoncer. Or le match il dure 90 minutes, c'est le dieu. Sur la lecture que je vois du match de Ousmane Dembélé, j'ai l'impression qu'il a été catastrophique. Non, il a pas été catastrophique, mais en fait, pour moi, il faut comprendre quelque chose avec Ousmane Dembélé, c'est que, et c'est ce qu'on a, faut être humble, qu'on a découvert depuis 2 ans sous Enrique au PSG, c'est que Dembélé, pour briller, déjà, il faut que ça tienne physiquement, ce qui est le cas depuis un certain temps, et tant mieux pour lui, mais il faut surtout qu'il y ait une activité autour de lui. C'est-à-dire que Dembélé, sous ces faux airs de joueur individuel, qui fait des différences dans le dribble, dans la profondeur et autres, il est super dépendant de ce qui se passe autour, plus qu'un Olysée, plus qu'un Doué et même plus qu'un Barcola. Et je trouve que aujourd'hui, en équipe de France, on n'a pas mis Dembélé à son meilleur poste au PSG qui est le numéro 9, mais je vais aller plus loin. Si on le met à ce poste-là, ça ne fonctionnera pas non plus parce qu'il n'aura pas autour de lui ce qu'il retrouve au PSG. Donc pour Dembélé, c'est très simple, il est passé à côté de son match et encore plus quand on voit ce qu'a fait Olysée en deuxième période au même poste. Après, il est cantonné au couloir droit, au milieu droit, et si Dembélé veut jouer titulaire dans cette Coupe du Monde, il va falloir qu'il accepte de jouer à ce poste de milieu droit et aussi que Koundé fasse le boulot pour l'aider parce que tout seul, il n'y arrivera pas. Je suis pas d'accord Manu, parce que les 4 devant, il y a quand même pas mal de permutations parce que t'as pas véritablement, avec la blessure d'Ekitike à Liverpool, t'as pas un point d'ancrage, voilà, t'as pas un point fixe, un joueur qui va un peu être un pivot. Tu l'as plus, donc t'as des joueurs qui prennent beaucoup d'espace, qui se déplacent. Alors, quand je dis qu'ils se déplacent, Dembélé, il part sur la droite, tu vas pas le retrouver, et les gauches non plus, et inversement pour c'est pas Désiré Doué. Mais ouais. Tu vas pas vraiment le voir. Non, en fait, ça va permuter entre ton côté et l'axe. Et un joueur qui va basculer comme Olysée, qui au Bayern est à droite et qui va basculer comme ça. C'est des zones, et ça se travaille à l'entraînement. François, je pense que c'est fini ça. Olysée, il a mis fin au débat. Là, Olysée, la deuxième mi-temps qu'il a faite, et d'ailleurs, Deschamps l'a dit, il va permutation. Tu vas voir, je pense que Deschamps a compris quelque chose, et il l'a dit d'ailleurs après le match, il a dit,
il a pas parlé de Dembélé dans ce rôle-là. Il a dit oui, Olise a fait un super match dans ce rôle-là. Pour moi, Deschamps a acté que Olise il est là, qu'il a besoin de cet ancrage-là au milieu pour faire la connexion avec Mbappé et aider défensivement les deux de derrière. Doué va devoir rester à gauche et Dembélé rester à droite, ce qui fait pas les affaires de Dembélé. Mais pour moi, ce que tu dis, c'était valable avant le match du Sénégal. Il faut tirer les conclusions de ce match. Je suis sûr que Deschamps les a tirées et que Dembélé, soit il prend le pli et il s'adapte à ce rôle de d'ailier droit, avec tout ce que ça veut dire défensivement et offensivement. Soit il y a Barcola qui arrive derrière, qui a fait une entrée, qui a marqué, et Barcola il jouera le jeu. Est-ce que c'est véritablement lui, du coup, le dépositaire du jeu? Parce qu'on peut avoir des grosses attentes. C'est Olise, il y en a pas vraiment. Il y a pas vraiment de dépositaire. T'as pas un Zidane ou un Platini dans cette équipe. T'as pas un joueur qui est un 10. T'as Olise qui a un volume de jeu exceptionnel. Mais Dembélé, c'est un joueur créatif. Oui, mais François, regarde les demi-temps. Elvin. Mais la première mi-temps, elle est jetée pour tout le monde. Je vais être plus clair. Il a pas sa place dans cette équipe de France-là, dans la manière dont elle joue. Moi, si on le met sur un côté, Barcola est beaucoup plus adapté. On l'a vu. Les stats ont parlé. Il a été décisif sur quasiment le premier ballon qu'il a touché. Mais dans l'animation, donc, comment voit Didier Deschamps les différentes animations offensives? J'ai du mal à voir comment Dembélé pourra s'en sortir. Après, la question elle est posée justement sur le positionnement de Dembélé, mais au-delà de ça, sur sa place tout simplement dans le 11. Sud Radio, les tontons du mondial. Allez, les tontons du mondial, on continue à évoquer Ousmane Dembélé avec François Manardo, avec Elvin Defadio et avec Emmanuel Galasso. Selon Elvin, il faut sortir Ousmane Dembélé du 11. Est-ce que tu partages cet avis, Manu? Non, et surtout, j'espère pas, parce que Deschamps a réussi à créer quelque chose qui est un équilibre de vestiaire, et tout le monde le dit, ce groupe, le fameux groupe vit bien, ça a été dit en interne et ça a été confirmé. Qu'est-ce qui a sauvé Mbappé? Excusez-moi, c'est son statut. Si Dembélé, en ayant le ballon d'or, n'a pas de statut et n'est pas un peu protégé, qu'est-ce qui a sauvé Mbappé? C'est que c'est le seul joueur qui est capable de marquer et qui a de la continuité dans cette équipe. Non. Bien sûr que si. Le match, tu l'arrêtes à la 40e minute, Mbappé, il se fait défoncer. Le match, il dure 90 minutes, il a un doublé. On va arrêter d'arrêter les matchs à la 40e minute. Le règlement les autorise jusqu'à 90. Donc on va essayer d'analyser une heure et demie, voire un peu plus. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que tu prends Mbappé statistiquement, mais tu prends ce qui t'a coûté à ne pas avoir les replis défensifs et autres. Deschamps l'a protégé, et tant mieux, ça lui donne raison. Je suis pas en train de reprocher ça à Deschamps. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si t'as eu cette logique pour Mbappé, il faut que tu l'aies pour Dembélé. Si là, tu refais une Dembélé 2018 où à la fin du premier match, il le sort, déjà tu crames Dembélé, tu le grilles jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, et tu fragilises ton groupe, parce que le message que t'envoies, c'est les gars, personne n'est à l'abri, mais pas dans le sens c'est une concurrence saine, dans le sens Mbappé a eu droit à des privilèges auxquels aucun autre n'a droit, et pour moi c'est très dangereux. Mais derrière t'as des joueurs qui sont prêts. Barcola, il a sa place dans ce 11-là. Contrairement en 2018, t'as beaucoup plus d'assurance offensive, et c'est pas plus mal un peu de concurrence. Dembélé est pas bon pour différentes raisons, il est pas mis dans les meilleures dispositions certes, mais quand t'as de la concurrence derrière et que t'as un joueur comme Barcola qui est capable de faire la différence, Barcola, je vois pas de mal. Mais tu vas pas l'avoir. Alors, je vais te donner la parole juste après, François. On a mis un sondage sur nos réseaux sociaux, sur notre page YouTube, notre CM Antonin l'a mis en posant la question: est-ce que Dembélé doit rester titulaire? Et vous répondez oui à 60%. François, en fait, est-ce qu'il n'est pas déjà un petit peu protégé par son ballon d'or, et aussi par le fait que Barcola n'a peut-être pas encore le statut pour véritablement le pousser, et que derrière ça pousse pas tant que ça? Voilà, il est un peu pour le moment tranquille. Il y a des matchs qui sont importants sans véritablement l'être. Tranquille en équipe de France, tu peux pas avoir un joueur tranquille. En tout cas en équipe de France, je le sais, on mange pas de ce pain-là. Dembélé, son ballon d'or lui donne plus de responsabilités. Il a compris qu'il était passé à côté de son match. Maintenant, Elvin, de là à le sortir, tu vas pas le sortir. Tu vas lui demander de se remuer un peu. Moi, il me rappelle une situation que j'avais connue avec un joueur en équipe de France, très talentueux, mais pas du tout au même poste. Mais je pense que c'est le problème d'Ousmane Dembélé. Je pense qu'il a commencé à avoir une espèce de, je vais pas dire complexe, mais en tout cas qu'il est pas à l'aise en équipe de France. Philippe Mexès avait ça. Pour ceux qui, il est pas si vieux que ça, quand même, Mexès, mais pour ceux qui s'en souviennent, défenseur central, immense talent. Et quand il venait en équipe de France, il n'est pas venu qu'avec un sélectionneur, je précise, qui était peut-être pas le meilleur des managers, mais quand il venait en équipe de France, il n'arrivait pas à percer un certain plafond de verre. C'est un niveau différent, l'équipe de France, une exigence différente. Moi, ma crainte, c'est que Ousmane Dembélé commence à s'enquister un petit peu avec la
peur de mal faire et que ça le freine. Ouais, mais alors, il a évolué à 28 ans au PSG, il peut pas évoluer à 29 ans avec l'équipe de France. Non, mais surtout, je reprends la grille de lecture de François. Ça peut s'entendre quand t'es Philippe Mexès, que t'as pas un statut et autres. Là, en fait, on a l'impression de trouver le même Dembélé même prendre 2018, il avait 21 ans. On a le même Dembélé qui a le même complexe, et je suis d'accord avec toi, le même plafond de verre à 21 ans qu'à 28-29 avec un ballon d'or. La question qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce qu'il y a de la place pour s'exprimer finalement? Est-ce qu'on lui laisse la place? Est-ce que tu penses que surtout avec un coach comme ça, parce que le leadership, on l'a vu avec le PSG à un moment donné, ça bascule. Je te parle de l'équipe de France. Mais oui, mais est-ce qu'en équipe de France, tu comprends? T'arrives en équipe de France, ça va dépendre de ton manager, et le manager de l'équipe de France, c'est le meilleur de l'histoire. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est entre les pieds et la tête de Ousmane Dembélé d'arriver à avoir ce déclic comme il a eu au Paris Saint-Germain à compter de janvier 2025. Oui, mais au bout d'un moment, on peut plus attendre. Alors Didier Deschamps, c'est le meilleur manager. Il lui a donné énormément de chance. S'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Deschamps, d'avoir insisté avec Dembélé. T'arrives à 28 ans, t'es Ballon d'Or, t'es pas pas capable. La chance à un canard boiteux, Elvin. Non, je sais, mais t'es pas capable d'assumer tes responsabilités. T'es un peu fragile mentalement. T'arrives pas à trouver ta place. Désolé, t'as rien à faire dans cette équipe. Alors, on va évoquer maintenant l'aspect physique pour Ousmane Dembélé, parce qu'on rappelle qu'il a quand même fini presque sur une jambe avec la saison avec le PSG. Il a très peu joué, là où il avait joué environ 3000 minutes il y a 2 ans, là il en a joué 2000. Il a été beaucoup sorti par Luis Enrique, et donc quand l'annonce de la liste a été faite, Didier Deschamps, il s'est exprimé sur la gestion physique d'Ousmane Dembélé. C'est le Ballon d'Or, de par ce qu'il fait, la capacité, son efficacité, évidemment, c'est quelqu'un qui aura un rôle important avec l'équipe de France. Après, il y a une position de départ. Ok, vous allez me dire, il est plus dans une position au départ, puisqu'il faut bien mettre une compo avançante, mais même quand il est avançante, on ne peut pas dire qu'il est toujours avançante. Il a une liberté, comme il a avec l'équipe de France, et malheureusement, on n'a pas autant de matchs qu'un club pour pouvoir répéter, avoir des automatismes. Et donc Ousmane est évidemment un élément très important pour nous. Alors voilà, il s'exprimait aussi sur son placement, mais surtout sur la condition physique. Dans cette conférence de presse, il expliquait que il fallait de la gestion. Il y a Vincent Duluc dans l'équipe aujourd'hui qui dit qu'il n'est pas du tout à 100% de ses capacités, sans doute 80 et 90, mais que dans son entourage, on parie sur sa montée en puissance au fil du tournoi. Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. François, est-ce que on peut lui laisser un peu le temps, en fait, l'Irak, la Norvège, et de se dire ça va être dans 20 jours quand même un potentiel quart de finale? Plus que lui laisser du temps, c'est qu'on en a absolument besoin. Parce que si tu le sors, Ousmane Dembélé, le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, Ballon d'Or, tu le tues. Bien sûr. En fait, tu le tues et tu le perds dans le groupe. Et si tu le perds dans le groupe, tu en fais potentiellement un leader négatif. Et il faut absolument que tu ne tombes pas dans cette erreur magistrale, que tu le gardes et que lui, il ait un déclic. Tout le monde lui fait confiance dans cette équipe de France, tout le monde connaît ses capacités. Il faut juste que ce soit lui, à un moment donné, qui arrive à franchir un cap. Je suis sûr qu'il va le franchir. L'Irak peut l'aider là-dedans. On l'entend dans notre débat. On est quand même dans une impasse avec Dembélé. En fait, ce Ballon d'Or... Tu penses à ce point-là que c'est une impasse ? Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on présente le Ballon d'Or de Dembélé comme un problème. Quand t'écoutes vraiment les discussions entre chacun, on dit... Mais mince, il a le Ballon d'Or, maintenant on peut plus le considérer comme avant. Alors que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir le Ballon d'Or dans ton équipe, ça t'offre une solution en plus. Et là où j'écoute ce que dit le sélectionneur, j'écoute religieusement, il parle de liberté. La liberté que Dembélé a au PSG, il l'aura pas en équipe de France. Parce que ce qu'il va lui demander sur le côté droit, en termes de repli défensif et d'investissement physique, s'il est à 80-90%, comme dit notre confrère Vincent Duluc, il vaut mieux être à 100% pour faire ce qu'il demande. Et là, un Barcola va peut-être rentrer à la 60e au lieu de la 80e. Bon, en tout cas, selon les informations qu'on a dans les tontons du mondial, il devrait quand même rester bel et bien titulaire. Ousmane Dembélé sur le terrain, sûrement en tant qu'ailier droit, contre l'Irak. Donc ce sera un match, bien évidemment, que les tontons vont en parler dès la semaine prochaine, dès lundi. C'est à partir donc c'est lundi à 23h. Faudra rester éveillé. 23h lundi, le rendez-vous France-Irak, deuxième match de la Coupe du Monde. On reste ensemble. Ah non, l'émission, parce que il n'y a qu'une fois où elle change d'horaire. Voilà. Parce qu'il y a de midi à l'antenne de Sud Radio. Exactement. Faut pas venir à 23h, François. T'as tout à fait raison. Allez, on est ensemble avec Elvin Defazio, Emmanuel Galasso et François Manardo dans les tontons du mondial sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de Neymar. Et oui, selon Manu, c'est une erreur de casting. On en parle tout de suite dans les tontons du mondial sur Sud Radio. Sud Radio, les tontons du mondial.
Joseph Ruiz. Les tontons du mondial, on se retrouve à l'antenne de Sud Radio. On a encore une bonne dizaine de minutes ensemble et on va parler notamment de Neymar. On va tout vous dire avec Elvin De Fazio, journaliste Sud Radio, commentateur du football italien sur DAZN, Emmanuel Galasso, chroniqueur sportif, et François Manardo, ancien chef de presse des Bleus. Comme vous le savez, dans cette émission, on a un penalty qui est tiré logiquement en fin d'émission, et aujourd'hui c'est Manu qui avance dans la surface de réparation et qui pose son ballon sur le point de penalty. On va tout de suite tirer le penalty avec Manu. Les tontons du mondial, le penalty. Et c'est un joueur bon, ça, les amis, c'est bon. Ça. Ouais, tonton flingueur, forcément. On s'appelle les tontons du mondial. Mon cher François. Un penalty qui est tiré par Manu sur Neymar. Un excellent tireur de penalty. Je peux te dire qu'il va t'écouter et qui va voir si toi tu les tires bien. Donc tu voulais nous parler de Neymar pour nous dire notamment que sa sélection finalement ne te plaît pas tant que ça. Ouais, c'est un crève-cœur de le dire, mais oui, Neymar, pour moi, c'est une erreur de casting dans ce mondial. C'est une erreur d'Ancelotti. Alors, je le dis tout de suite, je suis archi fan du joueur. Moi, le Neymar du Barça, le Neymar des premières saisons au PSG, c'est le joueur sensation par excellence. C'est celui qui te fait aimer le foot, c'est celui qui te fait regarder un match à la télé, acheter une place. Voilà, je m'arrête là. C'est à son prime, c'était du Ronaldo Messi. Pour moi, c'était un trio. Mais aujourd'hui, on est en 2026, donc je mets de côté les sentiments amoureux que je peux avoir pour notre ami Neymar. On ne peut pas être et avoir été. À part quand on douille, mais tu l'aimes bien quand même. Ouais. Non, on peut pas être et avoir été. À part quand on s'appelle Lionel Messi. Et aujourd'hui, Neymar, faut être clair, sa dernière sélection avec le Brésil, c'était il y a 3 ans, et tout s'est passé il y a 3 ans quand il quitte le PSG pour partir en Arabie Saoudite. Il fait un choix de carrière, il arrête la compétition de haut niveau et il arrête même le sport de haut niveau. Aujourd'hui, Neymar n'est plus un sportif de haut niveau d'un point de vue physique. On le voit, il a raté, il est arrivé blessé à la Coupe du Monde, il rate le premier match, il va rater le deuxième match face à Haïti. Dans le meilleur des cas, il va jouer des petits bouts de minutes, des petits bouts de match d'ici la fin de la Coupe du Monde. Et pour moi, Neymar, c'est pas un super sub. En tant que joueur et en tant qu'homme dans le vestiaire, je suis pas convaincu non plus que ce soit le meilleur coéquipier pour rester sur le banc. Et le sujet Neymar cristallise aujourd'hui le Brésil. On voit les conférences de presse. Ancelotti, il arrive, il a des vagues de transpiration en conférence de presse. 90% des questions tournent autour de Neymar. Ouais. Et il a assez de problèmes à gérer déjà dans son 11 et des choix qu'il doit faire, sans avoir à se rajouter un problème qui ne peut pas jouer, qui est celui de Neymar. Donc oui, erreur de casting pour le Brésil et même erreur de casting pour Neymar. Parce que quand on voit le joueur que ça a été, moi, je trouve ça désolant de voir parce qu'il va sans doute arrêter sur cette Coupe du Monde, qui termine sur une note négative. Il mérite une sortie magnifique et ce sera pas celle-là. Alors, on va avoir les avis d'Elvin et de François sur Neymar. Justement, on rappelle qui est blessé au mollet. Ça fait un mois en gros qu'il a pas joué Neymar. Neymar donc qui est absent et forfait contre Haïti et il a retrouvé les terrains et l'entraînement hier. Donc il y a un protocole, il va pas s'envoler pour Philadelphie avec le groupe, il va vraiment rester. On rappelle que le prochain match après Haïti, c'est dans 5 jours contre l'Écosse, qui risque de lui mettre des taquets. Ouais, des taquets monstrueux. Je suis pas certain qu'il joue contre l'Écosse. Après, il y a le 16e qui est dans 10 jours potentiel, le 8e qui est dans 15 jours, le quart dans 20 jours. Est-ce que ça sert quelque chose d'avoir emmené Neymar, François ? Moi, je trouve qu'il a mis dans la lucarne son péno Manu, parce que un leader, pas que sur le terrain, parce que le leader de vestiaire aussi, Neymar, quand tu l'as dans un groupe, on n'est pas en club là, on est en sélection, donc les mecs quand même pendant 6 semaines là, ils font entraînement, sieste, bouffe, entraînement, sieste, un peu de récup. Le gars qui joue pas comme ça, il peut se transformer en leader négatif. Et là, je suis entièrement aussi d'accord sur ce que tu dis sur l'exercice de Carlo Ancelotti d'arriver en conf de presse, c'est 90%, c'est sur le mollet de Neymar. En fait, tu te plombes tout seul. Après, quand vous voyez le premier match du Brésil contre le Maroc, est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a quand même une place? On a vu Thiago, l'attaquant, qui était pas extraordinaire. Est-ce qu'il y a pas une place pour un génie pareil, même à 30% de ses capacités? Il peut pas leur apporter quelque chose, Elvin? Moi, je vais apprendre à Manu à tirer des pénaltys parce qu'il a du mal. Ça, c'est autre chose. Non, mais bien évidemment. Mais Neymar, là, on le voit physiquement, il est pas prêt, il joue pas les premiers matchs, mais dans sa tête, il est déjà programmé pour les 16e de finale. Ancelotti, il est malin, il sait très bien que Neymar, pour différentes raisons, au-delà du sportif, évidemment, même pour des raisons de business, c'est important d'avoir Neymar. Les mecs viennent, les spectateurs viennent aussi pour lui, parce que Neymar, c'est Neymar, mais moi, ça m'aurait cassé les roubignoles de pas avoir Neymar à la Coupe du Monde. Sachant qu'il y a Messi, sachant qu'il y a Ronaldo, non, pour une dernière danse, c'est parfait. Moi, je crois en la possibilité de voir un Neymar décisif à partir des matchs coup près, même
même si physiquement, c'est pas le joueur aujourd'hui qui te donne le plus d'assurance, s'il joue 30-40 minutes, c'est le joueur qui est capable de faire la différence. J'allais t'appeler Neymar, Elvin. Pourtant, Dieu sait que tu tires encore plus mal les pénaux que moi. Mais je lui ressemble. Mais on va devoir organiser une séance de penalty filmée sur l'Instagram des tontons du mondial. Quand tu vois la saison, parce qu'on a quand même on n'a pas vu jouer Neymar depuis 3 ans avec le Brésil, mais on l'a vu jouer cette saison avec Santos. Ouais. C'est on dirait les matchs du Variété Club de France, c'est pas méchant. Mais quand tu vois ce qu'a été Neymar, quand tu vois ce qu'il propose aujourd'hui, c'est des beaux matchs. Non, mais c'est magnifique quand t'as 60 ans, que t'as François Hollande qui vient, t'es content, il est bedonnant. Bonjour président. Voilà. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il a un petit Toi, tu vas pas revenir tout de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment tu penses, à part si tu connais une recette magique, et je veux bien l'apprendre, je suis preneur. Comment le mec peut passer de cette saison où c'est un fantôme et où parce que c'est Neymar, ok, il fait la tournée, c'est la dernière tournée des Rolling Stones. Non, mais il va peut-être, mais il sera quand même meilleur que Thiago, par exemple, en pointe. Compétiteur en claquant des doigts. Bah ouais, on est d'accord. Non, mais c'est ça, en fait. Après, il y a Hendrick, notamment, qui peut apporter. On est d'accord que ce Neymar-là, il peut avoir un intérêt, une influence. Même s'il revient sur les 16e où il a pas la condition, le mollet, c'est super emmerdant pour récupérer. Il a pas la caisse. Je le vois pas, sauf miracle, mais j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas du tout. Je pense que c'était une erreur de le prendre. Non, mais même les adversaires, c'est différent d'affronter un Brésil sans et avec Neymar. Si tu sais que un Neymar en jambe, un Neymar en jambe. Mais un Neymar en jambe, il a toute sa place. Messieurs, les tontons, on ne mettra pas d'accord. En tout cas, vous pouvez retrouver. En portugais, on dit ça comment? Je sais pas, mais on va pas trop le répéter non plus parce que voilà. Non, mais ça a été fleuri ce soir dans les tontons du mondial. On s'est régalé. Merci à tous de nous avoir suivis à l'antenne de Sud Radio. Tout de suite sur Sud Radio, certes, ça devient une radio de football avec les tontons du mondial, comme vous le savez, du lundi au vendredi de 20h à 21h, mais forcément, quand il y a du rugby, on regarde le rugby, on retrouve tout de suite la bande de Cyprien Bétou, parce que il y a eu de l'équipe de France qui a joué et alors à voir si le match est terminé. Il est en train de se terminer là, dans les prochaines secondes. Cyprien, mais surtout, il y a du top 14. Et il y a du top 14. Et oui, les demi-finales, ça y est, direction Marseille, Planète Mars avec François Trio et Daniel Herrero pour Toulouse Racing 92 ce soir et Montpellier Stade Français samedi soir. Prise d'antenne là dans quelques secondes avec des invités en avant-match. Évidemment, les 2 plus belles affiches du week-end, c'est sur Sud Radio que vous le verrez. Et bien évidemment, et on retrouve donc tout de suite Cyprien Bétou et toute sa team à partir de 20h sur Sud Radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne nous avez pas pris en direct, vous pouvez nous retrouver en podcast, bien évidemment, sur sudradio.fr. Et amoureux du football, vous pouvez vous brancher sur États-Unis-Australie dans quelques instants. Il y a aussi notamment le Brésil qui va jouer à 2h30 du matin pour les plus courageux. Merci à tous les tontons du mondial. On se retrouve lundi à 20h. Merci. Salut.